Bonjour à tous et à toutes, et bonsoir selon votre situation géographique. Bienvenue dans ce webinaire qui va traiter des méthodes, qui est une présentation de rapport sur les méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance et des droits de l'homme et sur les valeurs culturelles en Afrique, précisément le cas du Cameroun. Je suis Roger Apaou, je suis membre du réseau ivoirien des évaluateurs émergents et par ailleurs des évaluateurs émergents de l'Association africaine d'évaluation. J'ai la lourde et exaltante charge de modérer ce panel. Alors, bienvenue une fois de plus. Avant de commencer, il y a quelques conseils d'usage que je voudrais, si vous permettez, partager avec vous, en ce qui concerne les participants. Alors, à titre de rappel, vous m'entendez? À titre de rappel, nous sommes toujours dans l'élan de la semaine Global, la Global Week 2023, qui traite du thème de l'avenir du suivi, évaluation, culture, contexte et collaboration. Comme vous le savez, la FRIA, qui est la figure de proue de la promotion de la culture de l'évaluation en Afrique, a été toujours présente lors des événements mondiaux et continentaux marquants, ce qui concerne la promotion de l'évaluation. Donc, c'est à juste titre aujourd'hui que nous nous retrouvons autour de ce webinaire et nous avons l'opportunité de recevoir un panéliste émérite qui est de l'Association camerounaise pour le développement de l'évaluation également, dont j'aurai la latitude de présenter en long et en large. Alors sur ce, je voulais une fois de plus vous dire bienvenue à cette session, à ce panel. Alors, voici ainsi présenter notre agenda indicatif. Bon, nous l'avons déjà commencé avec le mot de bienvenue que je tiens. Ensuite, il y aura la présentation du communicateur. Ensuite, la présentation du rapport à proprement parler. Et les participants auront une session de questions à poser aux panélistes afin qu'ils puissent développer certains aspects qui peut-être qu'ils n'auront pas eu l'occasion lors de la présentation. Ensuite, nous allons conclure ce webinaire. Alors, les consignes, comme je le disais tantôt, sont simples. Priez de mettre vos micros sous silence et poser les questions dans le chat, dans la boîte de dialogue également. Voilà, donc en gros, ce sont les consignes qu'on voudrait vous donner. Alors, comme vous le savez, l'UNESCO, dans la déclaration de Mexico 82 des politiques culturelles, définit un peu, définit un peu la culture dans son sens large comme un ensemble de croyances, des traits distinctifs et qui même embrasse les droits fondamentaux de l'homme. Alors, lorsque nous nous appuyons sur la définition de l'UNESCO de la culture et le thème de ce webinaire, nous voyons qu'il y a un ancrage bien évident. Il y a un ancrage bien évident. Donc, il est important de pouvoir s'appuyer en fait sur notre culture à l'effet de promouvoir les droits humains, à l'effet de promouvoir les valeurs de bonne gouvernance également. Alors, je ne vais pas être trop long. Si vous permettez, je vais passer à la présentation de notre panéliste, qui n'est d'autre que le docteur Jean-Pierre Guédé-Gono. Il est docteur en anthropologie sociale et ethnologie à l'Institut des mondes africains, IMAF de Paris. Il est lauréat du prestigieux prix André Leroy, Coran du Musée de l'Homme de Paris en 2015. Il est par ailleurs consultant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est chercheur associé à l'École des hautes en sciences sociales de Paris et enseignant permanent à l'Université de Marois au Cameroun. Docteur Ngono est aussi auteur de plusieurs articles
scientifiques et référencés. Ces thèmes de recherche se situent sur la valorisation des savoirs endogènes et la résilience des communautés vulnérables en Afrique de l'Ouest. Il est un évaluateur chevronné car son expérience lui donne d'être évaluateur auprès de plusieurs organismes nationaux et internationaux et promoteur d'Action for Conservation of Nature and Development, qui est un organisme français et qui valorise les savoirs écologiques et traditionnels en Afrique. Alors, vu le pédigré de notre panéliste, qui d'autre que lui qui ne pouvait nous aborder ou nous présenter ce thème avec beaucoup d'aisance et beaucoup de données probantes. Alors, sans plus tarder, si vous le permettez, je vais passer la parole au docteur afin qu'il fasse sa présentation. Je vous remercie. Merci, chers collègues, je, je suis ravi de l'audience que nous avons sur ces thèmes que nous offre Afria, qui est notre partenaire qui essaie de faire beaucoup pour l'Afrique. Et les vôtres que nous sommes, KDA et bien d'autres. Mon mot introductif va sur la gouvernance et les droits de l'homme en Afrique, qui sont des sujets cruciaux pour le développement durable et la promotion des valeurs universelles. En fait, cette étude a exploré les méthodes et des outils endogènes de gouvernance et des droits de l'homme au Cameroun. Elle a examiné comment ces méthodes et outils peuvent contribuer à promouvoir un développement durable. L'objectif étant de comprendre comment les acteurs locaux peuvent utiliser ces méthodes pour protéger les droits fondamentaux, améliorer la participation des citoyens et promouvoir une société plus juste. Ceci me permet d'embrayer sur la présentation en question qui s'intitule « Études sur les méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance et des droits de l'homme sur les valeurs culturelles en Afrique ». Cas du Cameroun. Ma foi, notre plan de présentation s'articule comme il suit. Déjà, nous allons revenir sur l'introduction. Nous allons faire des brefs rappels sur le projet, le contexte et justification, les objectifs, l'objectif principal, les objectifs spécifiques, la méthodologie de la recherche, les cibles du projet, les activités du projet et les résultats, plus les perspectives, conclusions et recommandations. Sans plus tarder, notre introduction fait état de quelques observations, tout d'abord depuis la fin des années 1970, les incitations politiques nouvelles en faveur des formes de gouvernance axées sur les résultats, suite aux critiques de manque d'efficience et d'efficacité de l'action publique. Cependant, l'Afrique connaît une offre réelle de méthodes et outils d'évaluation en lien avec ses valeurs culturelles, ses traditions, ses réalités locales en matière de gouvernance et des droits de l'homme. Cela suppose également la nécessité d'élaboration ou alors d'élaborer des chercheurs africains d'un véritable savoir endogène accessible à tous, plus en phase avec des réalités africaines conceptualisables dans chaque pays et susceptibles d'enrichir le stock mondial de connaissances sur l'évaluation. Ainsi, mener une recherche sur les méthodes et outils d'évaluation au Cameroun s'inscrit sur la valorisation des savoirs locaux ou endogènes. La première partie, qui est, je le rappelle, un bref rappel du projet, s'inscrit également sur les activités, le contexte et la justification, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a amené à constater un certain nombre de faits.
on dira que les méthodes d'évaluation et outils de la gouvernance en Afrique ne peuvent pas s'appuyer sur les outils utilisés pour évaluer les politiques occidentales. Le Made Africa, Made in Africa, qui est propre à l'Afrique, est un concept utilisé pour la promotion et l'adaptation d'un cadre d'évaluation enraciné en Afrique, en identifiant et en développant une approche africaine unique de l'évaluation. Le Made in Africa repose ainsi sur l'idée que les normes et les pratiques d'évaluation doivent être ancrées dans les valeurs et les visions africaines afin d'encourager et de développer le leadership et les capacités intellectuelles en Afrique. Une fois l'identification des méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance et des droits de l'homme contextualisés justifie la présente offre de la CADIA. Nous avons donc ainsi identifié 4 objectifs, dont le principal est le suivant. Le projet a pour but, ou alors a pour objectif, de décrire les méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance et des droits de l'homme sur des valeurs culturelles du Cameroun. Comme objectif spécifique 1, identifier et décrire les méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance et des droits de l'homme issus des valeurs traditionnelles des différentes aires culturelles du Cameroun. Comme objectif spécifique 2, identifier et décrire des stratégies de transmission et de ces méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance endogène dans l'exécution des projets de développement. Et comme objectif spécifique 3, le dernier, analyser l'accompagnement de l'État du Cameroun et d'autres institutions internationales dans la promotion et la valorisation des méthodes et outils endogènes. Notre méthodologie de recherche a été très évidente parce que là, nous nous situons sur des méthodes de recherche purement qualitatives avec une propension descriptive. Ceci dit, la méthodologie de recherche dans le cadre de ce travail n'a pas été aisée compte tenu de la diversité culturelle du Cameroun. Le Cameroun compte à lui seul plus de 288 univers culturels. Donc, nous avons essayé, autant faire se peut, de les regrouper en 4 aires culturelles. Et pourquoi nous avons organisé cela ainsi? En fait, nous avons identifié des particularités ou alors des spécificités des groupes ethniques qui étaient similaires et nous avons tenté de les mettre ensemble pour mieux comprendre le phénomène. Ainsi donc, la première aire de recherche a été le suivant. Le centre, le sud et est, majoritairement appelés, habités par les Bantous. Le deuxième aire de recherche, ouest-nord-ouest, nous avons regroupé parce qu'ils portaient le patronyme des Grassfields. Donc, ils ont des éléments culturels communs. Le troisième aire culturelle de recherche, on a regroupé le littoral et le sud-ouest. Et pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont en bordure de l'eau, de la mer, qu'on appelle communément les Sawa au Cameroun. Et le dernier aire de recherche, c'est l'Adamawa, le nord et l'extrême nord, parce que c'est des Soudano-Sahéliens, ils ont communément des particularités similaires. Donc, voilà en gros les 4 aires culturelles sur lesquelles nous avons consacré notre recherche. La méthodologie de la recherche ainsi dite, ou alors ainsi détaillée, je dois le dire que c'est une recherche qualitative à visée descriptive. Pourquoi une recherche qualitative à visée descriptive? En fait, parce que c'est une étude exploratoire. Jamais auparavant, le Cameroun n'avait jamais connu en fait une étude similaire. Donc, nous avons maximisé la qualité de l'information tout en décrivant les communautés. Et pour embrayer à cela,
nous avons beaucoup plus utilisé ce que nous appelons en sciences sociales le quotient anthropologique. Nous sommes donc partis de là en nous disant chaque univers culturel a sa façon de voir le monde, a sa langue, a sa façon de désigner les choses, ce que nous appelons la taxonomie. Et c'est à partir de là que nous avons donc trouvé des techniques de collecte de données primaires par les observations, les entretiens et les focus group discussion. Et les outils de collecte de données primaires que nous avons mis en avant ici sont les guides d'entretien, les magnétophones, les caméras, etc. Mais la collecte des données, on n'a pas seulement utilisé les techniques de collecte de données primaires, mais nous avons également utilisé des techniques de collecte de données secondaires en consultant des ouvrages, des articles et des rapports. Et pour cela, tous les rapports de la PREA ont été consultés et bien d'autres. Le traitement des données aussi, nous avons traité les données et c'est ce qui nous a donné ce que nous avons aujourd'hui comme rendu. Pour parler du cible du projet, au départ, nous avons eu des réunions pour identifier qui pouvait nous donner des informations. Voilà. Et de façon participative, nous avons arrêté les autorités locales et administratives, les universitaires, les leaders, les jeunes, les femmes, les célibataires, les femmes non mariées, les personnes handicapées pour inclure l'aspect vulnérabilité, les femmes leaders et les dépositaires des savoirs traditionnels. Parce qu'on se dit, c'est eux qui sont les garants de la tradition. Alors, les activités du projet se sont déroulées ainsi qu'il suit. D'abord par la réunion de recadrage du projet, parce qu'il faut le dire, le projet, avec la portée qu'il devait avoir sur le plan national, l'Acadéa s'est dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de faire des choses de façon unilatérale, donc de façon seule. Donc, elle a donc misé sur la participation d'autres acteurs. Donc, il s'est tenu en novembre 2021 une réunion de recadrage du projet avec la participation des experts, des universitaires, des sectoriels des différents ministères. Il y a eu également des responsables d'ONG. Il y a aussi, bien après, nous avons procédé donc au recrutement et à la formation de 12 enquêteurs, soit 4 enquêteurs par aide de recherche. Nous avons identifié des informateurs clés, puis nous avons procédé à la collecte des données dans chaque aire de recherche et nous avons procédé à l'analyse des données. La deuxième partie qui s'attarde sur les résultats de recherche sur l'observation, un méthode et outil d'évaluation de la gouvernance et du droit de l'homme. L'œuvre s'articule comme suit. D'abord, l'appréhension endogène de l'évaluation. On s'est posé la question, bien amont, je vous ai parlé du quotient anthropologique. Nous avons dit, chaque univers culturel a sa façon de réfléchir, a sa vision du monde, a sa façon de désigner des objets. Donc, cette sémiotique et cette sémiologie nous amène à voir des différentes façons d'apprécier des actions, d'apprécier des activités, d'apprécier ce qui peut être apporté de l'extérieur. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons parlé de la compréhension endogène de l'évaluation dans les cadres aires de recherche qui prend en compte la conception locale de la notion d'évaluation, les manières d'appréciation d'effets culturels, l'acteur d'appréciation d'effets culturels. Qui apprécie quoi à l'intérieur d'une culture? Nous avons donc dit que la notion de l'évaluation est appréhendée différemment en fonction des aires géographiques, des régions et de la culture de tout un chacun. Le résultat des données analysées montre que la notion d'évaluation est mieux appréhendée et intégrée dans certaines aires de recherche que d'autres. Dans l'aire de recherche centre-sud et est, par exemple, la population locale a une très bonne maîtrise de la notion d'évaluation. Et nous avons procédé à ce que j'ai appelé bien avant l'ethno-linguistique, c'est-à-dire nous avons trouvé au sein des communautés, au sein des aires de recherche, la taxonomie, c'est-à-dire des mots qui désignent des
des mots en langue locale qui désignent le terme évaluation. Donc, nous avons cité par ici quelques exemples dans l'aire de recherche centre-sud-est, les Sanaga qui sont une tribu. Donc, vous verrez que chez eux, Otogelana veut dire vérifier. Otobens veut dire suivre. Gowata veut dire calcul. Owendo Mute, arranger des choses. En boulot, vous verrez que le yen voit passer, veut dire examiner. Bigili, examiner en profondeur. Fombo, apprécier. Et on verra ici que, en fonction des univers culturels, les termes désignant l'appréciation ou alors l'évaluation d'une action diffèrent en fonction d'une zone à une autre. Toujours dans l'appréciation de l'évaluation de l'ère du Grand Nord, qui est totalement différente des autres aires, on verra que la population a du mal à appréhender cette notion de l'évaluation. Celle-ci a plusieurs connotations. Ces différentes significations prennent sens en fonction des tribus rencontrées surtout dans la région du Nord et ont aussi différentes conceptions. Appréhension de l'évaluation, toujours dans le Grand Nord. Pour d'aucuns, c'est une forme de jugement que l'on apporte à la fin ou à mi-parcours d'un projet. C'est pourquoi certains diront qu'évaluer, c'est voir ce qui s'est passé ou faire des comptes. Et d'autres diront que pour eux, c'est demander ce qu'il en est de quelque chose ou réunir les idées sur une tâche déjà effectuée. Vous verrez donc que ce soit dans l'ère centre-sud-est, l'ère du Grand Nord, du Septentrion, les mots désignant le terme évaluation diffèrent. Et toujours dans le même sens, on verra que l'appréciation des faits culturels se fait à travers l'observation. Il faut avoir un regard sur tout ce qui a été fait, se poser des questions objectives et sonder pour déceler ce qui a marché ou pas. Ceci permet de faire des projections et des corrections. Nous devons nous asseoir pour avoir un regard rétrospectif sur tout ce qui a été établi. Se demander, est-ce que nous avons atteint des objectifs? Est-ce que nous n'avons pas atteint ces objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Ça, c'est l'abbé Bertrand qui est notre répondant. Nous avons ici voulu associer des répondants pour matérialiser ou alors pour marquer ou alors pour faire parler nos informateurs parce que c'est très important dans la recherche qualitative parce que nous n'allons pas nous approprier tout le terrain. Nous sommes allés auprès des gens et nous nous sommes comportés, je vous le dis, comme des apprenants. Ces gens-là nous ont appris ce qu'ils savent, comment ils désignent, comment ils nomment des choses. Le cas échéant, l'évaluation. Tout en continuant dans la même logique, vous verrez qu'il s'agit du calcul des bénéfices engendrés sur le plan personnel par le projet, comme l'affirment des répondants. Dans un champ, par exemple, évaluer nos projets revient à établir une différence entre les dépenses et les bénéfices. Ça, c'est M. Tchanou, un de nos répondants. Pour d'autres, évaluer un champ revient à causer avec celui-ci. Je cause avec mon champ, c'est-à-dire que je vois l'évolution de mon champ avec le temps par rapport au rendement et je vois s'il y a eu bénéfice ou pas. Toujours un de nos répondants. Toujours dans le même sens. Il s'agit ainsi d'observer quotidiennement l'évolution de la culture et de voir les bénéfices réalisés par rapport aux ressources mises en œuvre pour la réalisation du projet. D'autre part, l'appréciation d'un fait culturel passe par l'identification des services et des partenaires œuvrant pour le fait culturel. Dans le cadre de la protection de la femme et des personnes handicapées, un participant explique que dans la culture Sanaga, la culture que nous avons fait référence en amont, la femme a son rôle et sa place qui sont respectés, à savoir ce que la femme est celle qui tient le foyer. C'est-à-dire, c'est la femme qui tient le foyer.
Le respect des droits de la femme s'apprécie d'abord à travers l'observation du comportement de la femme vis-à-vis des règles culturellement définies. Ça, c'est l'abbé Bertrand. Et dans l'appréciation de l'équité, dans le respect des droits, dans les aires d'études, on verra que s'agissant des droits des handicapés, l'appréciation se fait à travers la prise en compte des personnes handicapées dans la construction des édifices publics et leur participation aux actions communautaires, comme affirme un répondant. C'est vrai que la construction des édifices, pour un petit détail que j'explique mieux, c'est vrai que la construction des édifices n'a pas encore pris corps dans tout le Cameroun. On voit encore des handicapés qui ont du mal à accéder à certains bâtiments parce qu'ils n'ont pas été pris en compte lors de construction. Mais sinon, des nouveaux bâtiments ont prévu le passage des handicapés. Dans le cadre de la protection des droits des enfants, l'appréciation se fait individuellement à travers l'observation de la qualité de l'éducation de chaque enfant, comme le stipule ce répondant. Les résultats sur les droits des enfants se mesurent en observant de manière individuelle, mais il n'y a pas de méthode collective. C'est-à-dire que en fonction d'un univers culturel, on peut passer d'un univers culturel à un autre et on aura des méthodes différentes d'appréciation. Elle s'apprécie aussi à travers le nombre des enfants qui vont à l'école dans le cadre de la scolarisation. Le nombre d'enfants qui va à l'école est un indicateur. Les acteurs d'appréciation des faits culturels. Il y a plusieurs acteurs d'appréciation des faits culturels, comme les chefs traditionnels et les notables. Les garants de la culture sont des personnes indiquées pour apprécier un fait culturel. Mais malheureusement, il n'y en a plus, ces garants, des traditions qui devraient être des chefs de village et leurs notables. Ça, c'est un répondant qui nous doit déclarer cela. Les patriarches, ce sont des chefs et les doyens qui apprécient. Les doyens, c'est à partir de 65 ans, affirme un participant. Les femmes, y compris les non-mariés, forment également une catégorie de femmes qui peuvent apprécier l'éducation des enfants. Donc, les critères d'appréciation des faits culturels, d'après nos analyses, se basent sur plusieurs éléments d'appréciation, à savoir l'objectivité, les ressources, la durée, le rendement, la continuité, la pertinence, l'impact, la durabilité, la qualité et l'attention. Les résultats, comme deuxième partie, les résultats de recherche sur l'observation et l'identification et description des méthodes et outils d'évaluation de la gouvernance dans l'exécution des projets de développement. Ici, nous avons essayé de voir, d'entrer dans la cosmogonie des uns et des autres pour capter les perceptions des critères endogènes d'évaluation. Ainsi, les critères endogènes d'évaluation, nous avons constaté qu'ils sont basés sur des valeurs, les besoins et les objectifs des communautés elles-mêmes, à savoir la pertinence, l'efficacité, la durabilité, la participation, l'appropriation et l'innovation. Les us et coutumes dans la conception de l'évaluation, parce qu'on ne pouvait pas mettre les us et coutumes en arrière-plan. Ils varient selon les contextes et les cultures. Consultation et participation des parties prenantes, adaptation aux contextes culturels et sociaux, utilisation des critères endogènes, respect de la confidentialité et de l'éthique, utilisation des méthodes d'évaluation. La perception et la prise en compte de la pertinence dans l'appréciation endogène. Elle est perçue différemment en fonction des connaissances de tout un chacun et de son appartenance socio-culturelle. La raison d'être du projet, l'importance du projet, la clarté, la faisabilité, l'acceptation du projet, le concert, le bien fondé, l'utilité de quelque chose. Ainsi donc, l'évaluation selon la pertinence. Toujours dans notre mouvement, dans notre approche ethno-linguistique, nous avons toujours identifié des mots
en langue qui désigne l'évaluation selon la pertinence. En Sanaga, en Boulou, en Boum, en Fufulde, en Béré, en Baya, en Aoussa, en Gisga et en Toupouri. Il faut dire ici que nous avons choisi comme ça des ethnies éparses, c'est-à-dire des ethnies du littoral, des ethnies de l'aire de recherche du littoral, sud-ouest, centre, est, sud, Adamawa, nord et l'extrême nord. L'évaluation selon l'efficacité, on a procédé de la même façon, ethno-linguistique, et la taxonomie, l'art de nommer les choses en langue locale. Donc, vous verrez que ici, les langues locales, le Douala, le Bakwiri, le Sananga, le Bakoussi, le Haoussa, le Mboum, etc., etc. Donc, ça, ce sont des mots en langue qui font office du mot efficacité. Donc, on nomme, c'est une sorte de taxonomie locale pour chaque ethnie culturelle. Nous avons l'évaluation selon la cohérence. Nous avons procédé de la même façon, langue locale, mots en langue locale, explication des mots. Toujours, nous avons identifié quelques groupes ethniques à travers lesquels nous avons identifié l'ensemble des mots désignant la cohérence. De même, pour la durabilité, nous avons procédé de la même façon. Les stratégies d'évaluation au niveau local. Nous avons constaté qu'il fallait toujours consulter la population locale. Parce que pour les participants au niveau local, il faut toujours informer la communauté, prendre l'avis de la communauté, garantir la durée et la communauté doit veiller. Ça, c'est un répondant. Pour un autre répondant, il dit « Les projets doivent inclure les sentiments des bénéficiaires du projet. Elle doit se faire par la communication. La maîtrise de la culture semble être le premier élément, dans ce sens, à prendre en compte. Tout doit commencer par l'apprentissage de la culture avant de parler de l'évaluation au niveau local, par les locaux eux-mêmes. L'évaluation doit prendre en compte les réalités communautaires. Il faut prendre en compte le fait culturel et savoir que chaque culture a son système de valeurs, chaque culture a ses critères d'appréciation. Et si on vient donc avec des critères exogènes à la culture, forcément, l'appréciation sera faussée, calquée sur un modèle qui est opérationnel, peut-être ailleurs, mais pas dans le cas d'espèce. Ça ne va vraiment pas prospérer. Ça, c'est un répondant. Ça, c'est un répondant. Les acteurs d'évaluation au niveau local. Qui peut être évaluateur? Qui peut apprécier au niveau local? Parce que ce n'est pas tout le monde dans la culture qui apprécie, qui a ce sens d'appréciation. Donc, nous avons donc identifié les leaders traditionnels, les leaders religieux et les personnes âgées. Ce sont ces trois catégories de personnes qui ont le sens d'appréciation. Les étrangers ne sont pas indiqués parce qu'ils ne peuvent pas comprendre les réalités culturelles des communautés. L'évaluation doit être faite par les gens d'ici, parce qu'ils parlent la même langue. Il a la confiance et les problèmes sont aussi les mêmes chez les autres. Ça, ce sont les répondants. Ceci veut dire tout simplement que la langue est la porte d'entrée, c'est l'accès. On passe par la langue pour accéder à une communauté. Et plus on maîtrise la langue, plus on est supposé connaître les problèmes parce que les mots désignent souvent des problèmes que nous, étrangers à certaines cultures, nous n'arrivons pas à saisir. Un autre acteur nous dit, les acteurs d'évaluation sont des chefs, les notables et les leaders de femmes, particulièrement les femmes célibataires. Et aussi, l'évaluation doit se faire par la structure pyramide des communautés, des chefs de village, des notables et des populations.
la perception de l'évaluation faite par les étrangers. C'est-à-dire comment est-ce que les communautés, les cultures perçoivent le fait que c'est des autres qui n'ont pas accès à leur culture, qui ne connaissent pas la taxonomie, qui ne connaissent pas leur quotient anthropologique, qui ne connaissent pas leur cosmogonie, leur vision du monde. Comment ils perçoivent ceux-là qui viennent apprécier des actions dans leur univers culturel. Nous avons donc dit, dans la région du Nord, les locaux apprécient le regard extérieur des étrangers sur un fait culturel ou un projet de développement de la communauté. Un répondant de nous dit, c'est à travers le jugement ou l'appréciation de ces personnes que nous pouvons savoir si nous avons progressé ou si nous sommes en train de progresser. Entre nous, les gens peuvent mettre des sentiments lorsqu'il s'agit d'apprécier un fait culturel. Vous voyez que dans la partie du Nord, c'est différemment. C'est différent. Les gens acceptent plutôt le regard extérieur qui est neutre, parce qu'on le juge, on lit la neutralité à travers le regard de l'extérieur qui vient apprécier les actions faites à l'intérieur de la communauté. Aussi, il faut s'ouvrir aux autres. L'ouverture est une richesse. Un chef peut se confier à un autre, comme ça se faisait avant. On comprend aussi que des communautés sont ouvertes à l'apprentissage d'autres choses, au partage d'expériences. Ces communautés-là ne sont pas pour autant fermées. Cependant, certains pensent que chaque communauté devrait prendre en main son appréciation ou alors son évaluation. L'appréciation ainsi des droits des membres de la communauté, globalement, les avis sont unanimes pour cela, quant au respect des droits des membres de la communauté. Chez les Boulots, par exemple, les droits de la femme ont été toujours respectés. Le droit des femmes est respecté, les jeunes votent, la scolarisation est effective. Avant l'école des Blancs, il y avait l'école du Boulot. Dans le village Biasota également, les femmes dans le village de Biasota 1 ont le droit de travailler. Tout le monde a le droit de voter. Elles sont partie prenante dans les décisions qui concernent leur famille et leur communauté. Toujours dans l'appréciation des droits des membres de la communauté, un autre ajout. Ces dernières années, il y a eu une grande amélioration dans le respect des droits des citoyens et toutes les catégories dans notre communauté. Les femmes, des enfants, des jeunes, les vieillards, les handicapés, tous ont désormais des cadres de concertation pour leur épanouissement personnel dans notre communauté. Toutefois, dans le Grand Nord, certains droits sont bafoués, droits fonciers par exemple, droit à la scolarisation, autonomisation, accès aux offres de soins, etc. Vous voyez toujours qu'en fonction des univers culturels, il y a une différence dans la conceptualisation, dans l'appréciation des droits des membres d'une communauté. Ceci m'amène à embrayer sur le principe d'inclusion que nous avons voulu mettre en exergue ici, avec la variabilité de l'organisation des communautés selon les aires culturelles. Dans le Grand Nord, par exemple, on a le Lamida, les Casques, le Lawan, les Wanduri. Dans le Grand Sud, en chefferie, les chefs, on appelle communément les Nkunkuma. Dans le Grand Ouest, nous avons une chefferie, les royaumes, les fonds. Les acteurs d'appréciation dans les différentes cultures ici, nous avons donc les chefs de village, les notables, les leaders religieux et communautaires, les gouvernants, les initiés. Les personnes dans une culture qui sont censées d'apprécier une culture sont des individus initiés à cette culture. Ils doivent atteindre un niveau de spiritualité culturelle, car ce qu'un individu ordinaire n'est pas la même chose chez les initiés. Aussi, il y a également, dans cette instance qu'on peut qualifier d'instance démocratique, qui est un rassemblement de personnes, d'individus.
la place des personnes vulnérables dans le processus d'appréciation, c'est-à-dire comment est-ce que les vieillards, les enfants, les handicapés, quel est leur point de vue? Ont-ils accès, peuvent-ils apprécier une action dans la communauté? Les avis des jeunes d'abord, des femmes et même des personnes handicapées sont pris en compte dans l'appréciation. Cependant, les avis des personnes âgées sont priorisés. Parce qu'en Afrique, le notable, celui qui a l'âge avancé est toujours une bibliothèque. C'est celui sur qui on s'appuie pour se nourrir des connaissances. Donc, généralement, les points de vue des personnes âgées pèsent plus que ceux de tout le monde, car dans notre communauté, les personnes âgées sont presque vénérées. Les jeunes, les femmes et handicapés, leurs points de vue ne sont pas considérés au même titre que ceux des hommes bien portants. Donc, malgré cela, on constate quand même encore dans certains univers culturels que les handicapés ne sont pas totalement inclus dans l'appréciation, dans l'évaluation des actions. Alors, dans la deuxième partie, la partie C, les résultats de recherche de l'observation, donc accompagnement de l'État du Cameroun et d'autres institutions internationales dans la promotion et la valorisation des méthodes et outils d'évaluation. Nous disons donc que l'implication des autorités traditionnelles dans l'évaluation des projets est notoire et dépend et fonction des aires culturelles. Leur connaissance approfondie de la culture et des pratiques locales aide à identifier les impacts potentiels des projets sur la communauté et à proposer des solutions adaptées. La maîtrise des lieux sacrés aide à identifier des zones à risque. Parce que, comme vous le savez, il y a toujours risque de... Il y a toujours un risque de sacralité. Parce que lorsque vous débouchez avec un projet sur une zone sacrée, ça peut provoquer plutôt la riposte des génies. Et donc, les aînés, des notables, des dépositaires de savoir, des initiés sont les seuls maîtres de ces lieux qui peuvent donner leur approbation. On dit donc que la maîtrise des lieux sacrés aide à identifier des zones à risque. Leur implication est une garantie à l'adaptation du projet aux besoins locaux et respectueux des pratiques culturelles. Toujours dans l'implication des autorités traditionnelles dans l'évaluation des projets, l'implication des autorités traditionnelles dans l'évaluation des projets est fonction des aires culturelles, nous l'avons dit tantôt. L'implication des femmes dans l'évaluation des projets. Quel est le rôle, quel est le rôle que joue la femme dans l'évaluation des projets? Est-ce que le point de vue de la femme est toujours pris en compte lorsqu'il s'agit d'apprécier une action? Nous disons que les femmes jouent un rôle important dans l'évaluation des projets en Afrique et elles constituent un groupe vulnérable et marginalisé dans certaines communautés. Ça, on ne peut pas le nier. Cependant, en politique, les femmes sont sous-représentées aussi. En 2020, seulement 31 femmes ont été élues à l'Assemblée nationale, au Cameroun, bien sûr, soit 21% des sièges. Cependant, des efforts sont en cours pour encourager la participation politique des femmes, notamment par le biais des quotas, affirme un répondant. Pour ce qui est de l'implication des jeunes dans l'évaluation des projets, les jeunes apportent une perspective unique et innovante qui peut aider à identifier des solutions créatives aux problèmes communautaires, à l'instar de leur implication, qui peut aider à renforcer leur engagement civique et à développer leur leadership et leurs compétences en matière de prise de décision. Cependant, leur participation est souvent limitée en raison des différents facteurs tels que le manque d'opportunités, d'expérience, des connaissances et des ressources.
Et un répondant de nous dit, pour que les jeunes soient pleinement impliqués dans l'évaluation des projets communautaires, il est important de créer des opportunités pour leur participation effective. Pour ce qui est de la redevabilité, l'implication des droits de l'homme dans les sociétés traditionnelles africaines, nous avons dit qu'il existait une conception spécifique des droits de l'homme dans les sociétés traditionnelles africaines. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples met l'accent sur l'idée de groupe et sur les droits et devoirs de l'individu. Cependant, la conception des droits de l'homme dans les sociétés traditionnelles africaines est différente de celle qui prévaut dans les sociétés occidentales. Dans la tradition africaine, les droits de l'homme ne sont pas considérés comme des droits individuels, mais plutôt comme des droits collectifs. On insiste là-dessus, des droits collectifs. La redevabilité des droits de l'homme dans la société traditionnelle, donc, promeut ou alors sont enracinés dans des valeurs telles que la solidarité, la fraternité, la responsabilité, la justice sociale, les normes morales. Pour l'efficacité en matière de redevabilité des droits de l'homme en Afrique, les méthodes et outils suivants ont été effectués, confère le professeur Ibrahim Moulion, à travers la médiation, les conseils des sages, les normes sociales et morales, les tribunaux coutumiers, les organisations de la société civile, la participation citoyenne et la transparence, le renforcement de l'état de droit, la promotion des droits de l'homme, la coopération internationale, etc. Donc, parlant donc de la combinaison des méthodes de bonne gouvernance des droits de l'homme et d'évaluation en Afrique, nous les avons structurés autour des éléments suivants. L'évaluation de l'impact des politiques sur les droits de l'homme, la participation citoyenne dans l'évaluation des politiques, les indicateurs de performance, les audits de gouvernance et des droits de l'homme. L'approche participative comme instrument d'engagement, donc comme le pense le professeur Wassoumi, c'est l'approche participative. L'approche participative est souvent associée à la pratique de la gouvernance, qui regroupe les acteurs venant des différents horizons et couvre presque tous les domaines de la vie. Les sujets sont publiquement discutés et la volonté générale qui se dégage est considérée comme le meilleur outil de politique publique utilisé dans les sociétés traditionnelles africaines. Mais cependant, avec l'urbanisation et la modernisation, certaines pratiques de l'approche participative dans les sociétés traditionnelles ont été remplacées par d'autres. Les changements sociaux opérés les changements opérés dans les sociétés traditionnelles sont dans d'ordre sociaux, économiques et politiques actuels. Certaines couches vulnérables peuvent être davantage marginalisées ou exclues des processus de gouvernance et de protection des droits de l'homme à cause de nombreux facteurs. 1. Les inégalités socio-économiques, les préjugés culturels et sociaux, les conflits armés et les crises humanitaires, la corruption, le manque de participation et d'engagement civique et la parité genre. Les méthodes de transmission des savoirs locaux d'évaluation au Cameroun, comme nous les avons identifiées, sont à l'instar de la transmission orale, la transmission pratique, la transmission rituelle, la transmission par observation. Et dans ce sens, ou alors dans cette démarche, le Cameroun se fait accompagner par des institutions internationales telles que l'UNESCO, la FAO, la Banque mondiale et bien d'autres. Donc, la combinaison des méthodes de bonne gouvernance, des droits de l'homme et d'évaluation en Afrique, nous avons donc identifié des initiatives gouvernementales du Cameroun pour promouvoir des savoirs locaux. Nous avons l'existence du ministère de la Culture, nous avons la création des divers centres culturels dans tout le pays, la reconnaissance des sites culturels, la promotion de l'éducation nationale bilingue. La troisième partie qui concerne les perspectives et conclusions et recommandations est quasiment la quintessence, sinon
ce que nous avons voulu retenir de notre étude et des projections dans un avenir proche. Nous disons donc que comme perspective, nous disons qu'il faut inclure l'inclusion de toutes les parties prenantes dans le processus d'évaluation, y compris les groupes marginalisés et les femmes. Il faut encourager l'engagement des parties prenantes pour assurer une gouvernance démocratique, efficace et inclusive. Il faut également œuvrer à réduire des grands défis de la société camerounaise, incluant le chômage, la pauvreté, les inégalités et les conflits. Nous sommes sans ignorer que le Cameroun aujourd'hui vit des conflits de part et d'autre, du côté du nord-ouest et du côté de l'extrême nord. Toujours dans le cadre des perspectives, nous avons l'implication davantage des jeunes dans l'évaluation des projets communautaires au Cameroun pour garantir leur durabilité. Il faut créer des opportunités de participation active et équitable des jeunes pour renforcer les compétences en appréciation des méthodes et outils d'évaluation et de gouvernance contextualisés des projets. Il faut continuer à évaluer et améliorer les méthodes existantes afin de les rendre plus efficaces et inclusives pour toutes les personnes. Veiller à l'inclusion des méthodes de gouvernance et de protection des droits de l'homme afin de prendre en compte les besoins et les perspectives des couches vulnérables. Promouvoir la gouvernance inclusive et équitable. On a insisté là-dessus. Promouvoir une gouvernance inclusive et équitable. Approfondir la recherche sur les outils et méthodes endogènes de gouvernance. Amener les acteurs de développement à l'écriture d'un guide de suivi et d'évaluation à partir des savoirs endogènes. Parce que nous pensons que le travail, sinon, le projet initié par l'ACADEA, financé par AFREA, doit continuer. Il doit continuer. Et le relais doit être fait à tous les niveaux. Nous disons donc qu'il faut promouvoir l'usage des outils et méthodes de gouvernance endogènes dans les projets. La sollicitation est là. Il faut inclure les méthodes et outils endogènes dans les projets devant être exécutés au Cameroun. En conclusion, en guise de conclusion, nous avons l'évaluation traditionnelle. Nous disons que l'évaluation traditionnelle en Afrique est un système d'évaluation basé sur l'observation directe des compétences et des performances des individus dans leur vie quotidienne. Bien que ce système ait été largement remplacé par des systèmes éducatifs occidentaux basés sur des tests standardisés, certains pays africains ont commencé à réintroduire des éléments d'évaluation traditionnelle dans leur système éducatif pour mieux prendre en compte les compétences sociales et émotionnelles des citoyens. Nous disons que l'appréciation endogène des méthodes et outils. Les méthodes et outils endogènes de gouvernance et de droits de l'homme en Afrique sont variés et diversifiés, c'est-à-dire tiennent compte des univers culturels. Ils sont souvent basés sur les pratiques traditionnelles et les institutions locales qui ont évolué au fil du temps pour répondre aux besoins des communautés africaines. Ces méthodes et outils endogènes peuvent être utilisés en combinant ou y ajoutant les méthodes et outils importés de l'extérieur pour promouvoir une gouvernance et des droits de l'homme efficaces en Afrique. Là, on dit on ne veut pas, c'est pas un reliquat culturel ou alors un enfermement culturel. On ne veut pas se replier sur nous-mêmes. On veut rester dans le relativisme culturel, c'est-à-dire en adoptant ce qui vient d'ailleurs, mais tout en n'oubliant pas ce que nous sommes. L'appréciation endogène se fait avec l'évolution de la société. Tout le monde participe à l'appréciation. L'implication des couches vulnérables. Le processus de prise de décision est ouvert à tout le monde, mais la décision elle-même est prise par les hommes âgés uniquement. C'est ce que nous avons constaté. Dans l'ère du Grand Nord, la prise de parole par la femme parmi les hommes est fortement réprimandée. Fortement réprimandée. Les critères d'inclusion dans l'évaluation, nous avons l'implication des jeunes dans l'évaluation des projets qui aident à éliminer des stéréotypes de génération et à promouvoir une représentation égale des générations dans la prise de décision communautaire.
l'exclusion des couches vulnérables dans la gouvernance en Afrique est due à des inégalités socio-économiques, des préjugés culturels et sociaux, des conflits armés et des crises humanitaires, la corruption et le manque de participation et d'engagement civique. Les institutions internationales ont un rôle important dans la promotion des savoirs locaux au Cameroun. En travaillant avec la communauté, on arrivera à promouvoir et à protéger ces droits. Les recommandations que nous avons formulées ici sont les suivantes. Nous devons accorder une place importante aux jeunes en particulier et aux couches vulnérables en général dans le processus décisionnel permettant leur participation à la prise des décisions politiques. Impliquer les autorités traditionnelles dans l'évaluation des projets encadrés par les principes de leadership, de management, de bonne gouvernance et de transparence. Promouvoir une approche concertée des autorités traditionnelles et administratives dans les processus démocratiques et participatifs de gestion des projets. Donc, voilà, chers participants, de façon ramassée, le projet Afriya KDA que nous avons eu l'obligeance de mener de bout en bout sur le terrain camerounais. Nous vous remercions. Merci. Allô? Oui, allô. Merci, merci docteur pour cette présentation excellente, cette présentation excellente. Merci pour cette présentation. Nous avons quelques soucis techniques avec notre modérateur. Donc, ce que nous allons essayer de faire maintenant, c'est de passer directement à la à la session questions-réponses. Nous avons déjà reçu des questions dans la boîte à dialogue qui sont directement adressées au docteur. Alors, voici la première question. Juste un instant. Une question qui vient de Serge Eric qui demande comment promouvoir une gouvernance inclusive et équitable. Docteur. Oui, merci pour cette question. Comment promouvoir une gouvernance inclusive et équitable? Le référent ici, il est culturel. C'est-à-dire, il faut d'abord se fier à ce qui se fait avant de l'améliorer. Donc, nous ne pouvons pas prendre des pratiques d'ailleurs et les associer aux pratiques locales, parce que c'est ça qui fait souvent le blocage. Alors, comment promouvoir? C'est la participation. Nous l'avons dit, c'est la participation. Il faut faire participer le maximum de couches sociales, le maximum de catégories, c'est-à-dire des couches vulnérables aux personnes physiquement bien, quoi. C'est-à-dire la chose culturelle qui est détenue entre les mains des notables, des chefs traditionnels, bref, de l'autorité traditionnelle, doit être le socle, sinon le point de départ. Parce qu'on va nous proposer l'inclusion qui vient d'ailleurs, oui. D'ailleurs, l'Afrique, toutes les cultures sont ouvertes aujourd'hui. Presque toutes les cultures sont ouvertes aujourd'hui parce que toute culture est dynamique. Au contact de l'autre, elle est appelée à changer. Donc, nous devons d'abord faire un repli sur nous-mêmes, c'est-à-dire savoir qui nous sommes, connaître nos identités et chercher donc à prendre ce qui vient d'ailleurs pour l'associer à ce que nous avons. Et ce n'est que cela que nous pouvons élaborer une stratégie de promotion ou d'inclusion
des couches vulnérables. Merci. Merci. La question suivante dit, la prise de parole des femmes dans le Grand Nord est fortement réprimandée. Quelles sont les initiatives gouvernementales pour réduire cette inégalité et promouvoir l'égalité de prise de décision? Cette question provient de Oroumon. Excusez-moi si j'ai mal prononcé votre nom. Docteur, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, merci. Ici, nous sommes toujours dans le focus culturel. Parce que la culture soudano-sahélienne, on juge une communauté ou alors une culture à partir de la division du travail. C'est-à-dire, la femme a ses tâches, l'homme a ses tâches. La femme a sa place, l'homme a sa place. Vous verrez par exemple qu'une femme, elle n'est pas dérangée de faire les tâches ménagères, d'aller chercher du bois, d'aller chercher de l'eau, de faire à manger, de s'occuper des enfants, de s'occuper de son mari, mais que lorsqu'elle doit prendre la parole, elle doit se référer à son mari. Alors, l'homme est au centre de tout dans la partie soudano-sahélienne, c'est-à-dire à partir de la Damawa, le nord et l'extrême nord. Donc, la culture soudano-sahélienne met l'homme au centre de tout. La question est la bienvenue. Que fait le gouvernement camerounais? Des études doivent être menées dans ce sens pour comprendre d'abord pourquoi cela arrive. Parce que ça sera plus difficile si on implémente des stratégies venues d'ailleurs ou alors des politiques d'égalité qui viennent d'ailleurs. Et je peux vous dire que j'ai eu à évaluer un projet à l'extrême nord où on venait parce que les ONG ont constaté que la femme était marginalisée et puis il fallait un peu soutenir cette femme-là. Et puis, on appelle ce projet... Bref, le nom va me revenir. En fait, on est venu, on a commencé à donner l'argent aux femmes pour qu'elles fassent dans des activités génératrices de revenus. Mais la conclusion a été catastrophique parce que la femme, quoique soutenue par des organismes internationaux, avait toujours pour référence son mari. À chaque fois qu'elle doit travailler, les gains, c'est à son mari. C'est à son mari qu'elle allait donner. Donc, vous comprenez qu'il faut qu'on comprenne d'abord la socioculture de l'extrême nord, afin de pouvoir initier des activités pour améliorer, pour atténuer. Parce qu'on ne peut pas changer, on ne change pas la culture à la va-vite. Il faut expliquer, il faut être au contact avec cette culture, expliquer. Le gouvernement du Cameroun fait de son mieux par le biais du ministère de la Femme, qui de temps en temps fait des visites sporadiques pour faire quelques études. Mais sinon, la situation n'a pas beaucoup changé. Merci, docteur. La question suivante, qui provient laissez-moi de la même personne, je pense, elle dit, pour promouvoir les évaluations locales par les évaluateurs locaux, je veux dire, locaux, bien sûr, est-ce qu'il y a des politiques mises en œuvre pour aider les jeunes à s'intéresser au métier de l'évaluation? Oui, c'est le travail que fait la CADEA. Parce qu'au sein de la CADEA implique des jeunes. Parce que si vous voyez les membres de la CADEA, ils sont à 70% constitués de jeunes. C'est déjà quelque chose. Mais sauf que le discours qu'essaye de faire passer la CADEA n'est pas assimilé par tout le monde. Et puis, la CADEA n'est qu'une association. C'est à l'État d'élaborer une stratégie, sinon une politique nationale pour faire intéresser les jeunes à l'évaluation. C'est ça. Mais on dit, cette évaluation-là, elle doit tenir compte des us et coutumes. Comment on apprécie localement? Parce que lorsqu'on va mener un projet dans une localité, le projet ne concerne pas le projet. Les bénéficiaires ne seront jamais ceux qui viennent exécuter le projet. Les bénéficiaires sont ceux qui reçoivent. Alors, il faut faire des choses en fonction de leurs us et coutumes. Ce n'est que ça que les populations demandent. Après, maintenant, les catégories qui peuvent être impliquées, on les a énumérées.
les catégories vulnérables et les autres. Il ne faut pas oublier les jeunes, il ne faut pas oublier les autorités traditionnelles, il ne faut pas oublier des femmes, ainsi de suite. Donc, nous disons l'implication des jeunes dans, on va dire, dans la discipline ou alors dans le métier d'évaluateur est capitale. Pas seulement pour le Cameroun, mais pour toute l'Afrique. Il faut que tous les jeunes s'y mettent. Ceux qui s'intéressent à l'évaluation, il faut qu'ils s'y mettent à fond. C'est vrai que c'est un métier qui connaît des mouvements parce que c'est une culture, elle est dynamique. Et ici, on ne dit pas que l'évaluation doit se faire uniquement à l'approche africaine. Non. Nous sommes dans un monde. Mais on ne doit pas suivre le mouvement du monde sans savoir ou alors sans connaître ce que nous sommes, ce que nous valons auprès des autres. Merci. Merci. La question suivante qui provient de Abdul Kader Odjou-Soulé qui dit est-ce que l'âge compte pour être un évaluateur jeune? Bon, c'est catégorisé, hein, c'est catégorisé. Donc, vous aurez en fonction enfin, si je peux me permettre cette expression, de l'acceptation du métier ou alors de l'adhésion dans ce métier. Vous allez parcourir des étapes. Vous serez d'abord évaluateur junior et ensuite vous allez gravir à évaluateur senior. Donc, l'âge pour moi, bon, l'âge reste une variable qui peut être modulée en fait. Donc, un gamin, un enfant de 18 ans qui s'engage dans l'évaluation, on va dire que à 26 ans ou 27 ans, il peut être évaluateur senior. Mais si vous commencez, si vous adhérez à l'évaluation à 30 ans, vous n'allez pas direct. Ce n'est pas parce que vous avez un âge avancé que vous serez directement évaluateur senior. Vous allez commencer en tout début. Donc, la variable âge vraiment n'est pas fonction dans l'évolution dans le métier d'évaluation. Merci. Il y a Richmond Conan qui dit merci pour cette étude approfondie, cette étude importante. Elle est utile notamment dans la sélection des interlocuteurs pertinents lors des évaluations, notamment en milieu rural. Donc, il a deux questions. La première, dans quelle mesure cette étude est-elle extensible? Dans quelle mesure cette étude est-elle extensible à d'autres communautés subsahariennes? Et la deuxième question, étant donné la masculinocentricité des communautés étudiées, cela ne rentre-t-il pas en contrariété avec la notion de l'inclusion, notamment des femmes et des jeunes? Bon, je commencerai par la deuxième question. Nous avons dit, nous travaillons avec les cultures. Il va de soi que, en fonction de l'univers culturel, les perceptions diffèrent. Et nous avons dit que nous partons du quotient anthropologique. Je vais encore mieux expliquer ce concept parce que c'est le concept phare dans l'évaluation. Toutefois, si l'évaluateur ne perçoit pas le quotient anthropologique d'un univers culturel, je verrai mal comment il ferait une bonne évaluation. C'est quoi le quotient anthropologique? Le quotient anthropologique, c'est tout simplement la façon, la vision du monde ou la perception du monde de l'univers culturel dans lequel vous devez travailler. Ça, c'est très important. Parce que nous avons dit, nous avons d'ailleurs utilisé dans le cadre de notre recherche l'approche ethno-linguistique. Les gens nomment les choses en fonction de leur vision du monde. C'est ce que nous avons appelé la taxonomie. Les gens nomment les choses en fonction de leur vision du monde. Alors, vous devez partir de là. Donc, vous ne pouvez pas comparer une culture du nord-ouest avec une culture du nord. Parce que à quelques différences près, on verra des similitudes et des différences aussi. Parce que les deux, écologiquement, ne partagent pas les mêmes choses. De l'autre côté, on a la forêt, de l'autre côté, on a le Sahel, on a le désert. Donc, à partir seulement de l'espace occupé, à partir de l'écologie, les choses ne peuvent pas être les mêmes.
Bon, la première question, c'était, vous pouvez me rappeler la première question là? Oui, la première question, dans quelle mesure cette étude est-elle extensible Voilà, à d'autres voilà. communautés subsahariennes? Oui, ça c'est la doléance que nous faisons auprès d'AFEA et d'autres partenaires. Parce que le cas du Cameroun, en fait, c'est une étude exploratoire qui doit être faite au moins presque dans tous les pays africains. Ça, c'est notre souhait. Notre vœu le plus cher, c'est que cette étude soit transférable à d'autres pays. Parce que ce n'est que comme ça que l'Afrique sera solide, ce n'est que comme ça que l'Afrique sera forte. Le Cameroun a commencé une étude exploratoire parce que ce n'est pas une étude qui est achevée. Nous devons continuer cette étude. Parce que même dans notre échantillonnage, nous avons pris quelques communautés. Je vous ai dit dans la prise de parole que le Cameroun compte plus de 288 univers culturels. Et si on va sur le prisme seulement du quotient anthropologique, on peut avoir autant de méthodes d'outils d'évaluation. Mais nous disons, si cet exemple a été, si ce projet a, on peut le considérer comme projet zéro, parce qu'une étude exploratoire, c'est une étude zéro. Peut-être au Congo, au Tchad, au Niger, pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Parce que cette étude doit être faite dans toute l'Afrique. Ça, c'est la principale doléance que nous pouvons formuler auprès d'AFRIA et ses partenaires. Parce que ce n'est que comme ça que l'Afrique pourra s'élever. Merci beaucoup. Donc, il y a, merci, il y a monsieur je pense que c'est monsieur le président, Alphonse, qui est là, qui veut prendre la parole. Monsieur Alphonse Boyogeno, vous avez la parole. Et allez-y. Et votre micro, le micro peut-être ne marche pas. Allô? Oui, on vous reçoit parfaitement. D'accord. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, de me passer la parole. J'ai levé la main là depuis que le docteur Ngueda a fini sa présentation pour dire merci. Merci à Freya qui nous a permis de lancer ces jalons dans cette grande recherche sur les méthodes et outils d'évaluation en Afrique. Donc, comme l'a dit le docteur Ngueda, c'est vraiment une étude exploratoire qui n'est qu'au début. Nous avons des éléments fondamentaux dans ces documents que nous vous présentons. Nous pensons qu'il est encore possible d'approfondir la recherche pour avoir vraiment des éléments plus pratiques, plus opérationnels qui nous permettront de mettre en exergue des méthodes d'évaluation de nos sociétés traditionnelles. Je voulais dire tout à l'heure par rapport à l'extensibilité de cette étude dans les autres régions d'Afrique. Vous savez, on le dit pas assez, le Cameroun, c'est une Afrique en miniature. Nous avons le Sahel, nous avons la forêt, nous avons toutes sortes de paysages. Et le docteur Ngueda, qui a été le chercheur principal de cette étude, vous a dit que en fonction de l'écologie, en fonction du paysage naturel, les méthodes d'évaluation s'adaptent à la nature. Donc, nous avons la chance d'avoir l'échantillon de la nature africaine dans notre pays. Donc, il est plus facile pour nous, si nous avons déjà expérimenté cette étude dans notre pays, de l'exporter dans d'autres pays, la Côte d'Ivoire, le Tchad voisin qui a le paysage de l'extrême nord Cameroun, le Congo qui a le paysage du sud Cameroun, ainsi de suite. Donc, il n'est pas difficile pour nous de pouvoir exporter cette étude. Et le docteur l'a dit, nous avons 288 ethnies, mais qu'on a pu, toujours basé sur ces aspects-là, les regrouper en 4 aires socioculturelles.
vous comprenez que les 288, les 4 aires culturelles peuvent représenter valablement l'Afrique. Il y a la zone côtière, c'est les Sawa. Il y a la zone des montagnes, les Grassfields, c'est l'ouest et le nord-ouest. Il y a la zone Fambeti, le centre, le sud et l'est. Et maintenant, il y a la zone sudano-sahélienne qui regroupe les 3 autres régions. Donc, dès qu'on a les 4 zones aires sociologiques, on peut valablement exporter nos études. Donc, voilà un peu ce que j'allais ajouter à ce que le professeur Dr Nguédé a présenté. Je dis merci à la FREA, mais aussi au Dr Nguédé qui a vraiment pas ménagé des efforts pour nous produire des éléments. Comme je le dis, le rapport est déjà très riche. Il nous reste simplement à pouvoir poursuivre cette recherche et avoir des éléments d'opérationnalisation de la méthode de recherche en Afrique. Merci, monsieur le modérateur. Allô? Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention. Nous tenons également à vous remercier pour votre disponibilité, tout le travail que KDA a fait pour promouvoir la culture Made in Africa. Je pense que le modérateur est revenu maintenant. Le modérateur principal avait un souci technique. Monsieur Roger, vous avez maintenant la parole. Merci beaucoup. Merci, Carlos. Merci beaucoup, Président. Il y a du travail qui se fait au niveau de la KDA et nous en sommes fiers et nous en remercions. Alors, toujours dans notre session des questions-réponses, il y a Idrissa Chefo-Bala qui veut savoir quel lien faites-vous entre les résultats de vos travaux et les méthodes et outils du c'est-à-dire le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Vous avez la parole. Là, je n'ai pas bien entendu. Voilà, je pense que Roger, il a toujours un souci technique. Je vais répondre aux questions de Idrissa Chefo-Bala qui demande à savoir quel lien faites-vous entre les résultats de vos travaux et les méthodes et outils du Made in Africa, c'est-à-dire le mécanisme africain de l'évaluation par les pairs. Je pense que le lien, il va de soi-même de constater que tout est lié. Tout au long de la présentation, nous n'avons pas évoqué un mécanisme sortant du contexte. Donc, nous avons essayé de contextualiser les outils et méthodes endogènes au niveau du Cameroun et nous avons essayé aussi de parler de l'Afrique. Donc, je pense que le lien entre les résultats va de soi avec les univers culturels dans lesquels nous avons séjourné. Donc, nos résultats sont issus des sites que nous avons choisis au départ et des réponses de nos informateurs. C'est pour cela que nous avons voulu faire parler nos informateurs pour ne pas apprivoiser la parole. Parce que l'écriture d'un rapport, c'est le rendu de ce que les autres ont dit. On va apprendre auprès de cela. Voilà. Nous sommes allés apprendre auprès de cela dans les aires culturelles ou les aires de recherche que nous avons choisies. Et le rendu, je pense qu'il y a quasiment un lien entre ce que nous avons fait, les méthodes et outils endogènes, avec nos résultats. Merci. Merci beaucoup, docteur. Monsieur le Président, vous avez toujours la main levée. Est-ce que c'est toujours pour apporter de clarification? OK, merci beaucoup. D'accord. OK, je pense que toutes les questions ont été répondues. Nous avons banalement quelques minutes pour prendre au moins 1 à 2 questions. Il nous reste quelques minutes là. Donc, oui, Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, comme j'ai l'occasion d'avoir la parole, une fois de plus, je reviens pour dire que la KDA vient juste une question sur la place qu'on donne aux jeunes dans l'évaluation. Et le docteur Nguédé vous a répondu en partie en disant que la plupart de nos membres sont des jeunes et nous faisons un effort particulier pour impliquer les jeunes dans nos différentes activités, notamment les formations.
Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour dire que la CADEA est en train d'organiser la première semaine camerounaise de l'évaluation en collaboration avec l'ABNOD, la branche du Cameroun, dont l'élément central est la plénière à l'Assemblée nationale, où nous allons parler, sensibiliser les parlementaires sur le bien fondé de l'évaluation des politiques publiques. Donc, cette semaine culturelle, cette semaine camerounaise d'évaluation aura lieu du 20 au 24. Donc, comme je sais que j'ai l'occasion d'avoir un auditoire assez large, nous attendons peut-être des appuis, des participations des uns et des autres pour nous aider à bien organiser notre semaine culturelle d'évaluation, où les jeunes auront une bonne place parce que nous avons toute une journée et demie de formation des jeunes aux différentes techniques d'évaluation, des méthodes et outils d'évaluation. Parce que notre souci, c'est, comme vous l'avez posé comme question, d'impliquer les jeunes au maximum dans l'évaluation. Parce que pour nous, l'évaluation, c'est un outil de développement. Si les jeunes qui vont être les décideurs de demain ont l'évaluation dans leur tête, je crois qu'ils vont définir des politiques assez solides qui vont permettre le développement de l'Afrique. C'est ce que je voulais ajouter, monsieur le modérateur. Merci encore, vous tous qui avez pris le temps d'écouter le docteur. Merci pour vos encouragements. Nous allons essayer de continuer cette recherche pour la rendre plus opérationnelle et plus exploitable au Cameroun, mais aussi ailleurs. Merci, Monsieur le Président. À la toute dernière question d'aujourd'hui, qui est posée par notre modérateur, il voulait savoir la notion que renferme, bien les notions que renferme le terme de relativisme culturel. Docteur. Oui. Merci, Roger. Les notions qui renferment le terme de relativisme culturel. Il faut déjà dire que le relativisme culturel, c'est une approche en sciences sociales initiée par Franz Boas, c'est-à-dire qui promeut l'ouverture. On dit une culture ne doit pas se renfermer sur elle-même. Ce n'est pas possible parce que il y a des va et vient dans la communauté. Une fois que vous êtes en contact avec un étranger, forcément, il va vous influencer, même inconsciemment, tout comme vous allez aussi l'influencer. Donc, la première des choses dans le relativisme culturel, c'est l'ouverture. En anthropologie, on parlait d'opportunité anthropologique, c'est-à-dire que c'est laisser découvrir. Et puis, celui qui vient, on se dit qu'il a un œil neutre. C'est-à-dire qu'on peut cacher nos tares et c'est lui, celle qui peut nous dire, ici, vous avez mal fait, faites plutôt comme ça. Donc, la première des choses dans le terme de relativisme culturel, c'est l'ouverture, l'opportunité. Et puis, c'est lui qui vient est en posture de nous dire ce que nous sommes en ces mots, en ses propres termes. Parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas un raisonnement par analogie, c'est-à-dire que nous marchons en route, étant sur la fenêtre et on se voit marcher en route. Ce n'est pas possible. Donc, nous devons faire avec l'autre. Ça, c'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Nous sommes de plein pied dans la mondialisation. On ne dit pas que les méthodes occidentales, on doit toutes les annihiler. Non, on dit, nous sommes d'abord des gens qui ont un socle culturel. Voilà. Et ce que nous voulons, on veut juste que ce socle culturel-là soit reconnu. Et ensuite, on pourra donc tendre la main vers l'extérieur. Nous serons on va donc relativiser ce que l'autre fait et puis on va associer et puis nous serons gagnants puisqu'on aura deux approches et puis il y aura donc une approche hybride qui va naître qui pourra satisfaire l'intérieur comme l'extérieur. L'intérieur, c'est-à-dire nous-mêmes, l'extérieur, c'est-à-dire notre ami, notre partenaire qui vient de l'autre côté de la rue. Merci, docteur. Merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes très ravis de vous avoir vu connecté en nombre pour suivre cette présentation de la part du docteur Alphonse. Docteur Jean-Pierre, autant pour moi. Nous tenons également à te remercier, docteur, pour cette excellente présentation, un travail qui a été fait, un travail de qualité que vous avez fourni dans le cadre de promouvoir la culture de Made
Africa, sur le continent africain, surtout pour le Cameroun. Alors, nous vous rappelons également que cette section, la session d'aujourd'hui a été diffusée en direct sur Facebook. Nous avions partagé le lien entre-temps dans la boîte à dialogue. Et donc, vous pourrez également suivre cela en mode, vous pourrez télécharger et suivre la présentation si vous voulez en podcast. Et pour ceux qui aimeraient recevoir cette présentation enregistrée, veuillez également nous envoyer vos adresses email dans la boîte à dialogue tout à l'heure. Comme ça, nous pourrons vous faire suivre la présentation après. Alors, nous tenons également à vous rappeler que demain, nous avons à la même heure, comme aujourd'hui, la même présentation, mais en anglais, mais pour l'association tanzanienne de l'évaluation, avec un thème aussi intéressant qui dit l'approche de l'évaluation basée sur la sagesse des proverbes swahili. L'approche de l'évaluation basée sur la sagesse des proverbes swahili. Mais malheureusement, cette présentation serait disponible, bien sûr, est faite uniquement qu'en anglais. Donc, si vous avez le temps, nous vous encourageons, nous vous invitons déjà demain à vous joindre à nous. Merci une fois encore à vous tous pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne après-midi chez vous, quel que soit votre emplacement géographique. Bonne suite à vous. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci, Carlos. Bye bye, Carlos. Merci beaucoup. Et bye bye.